Bonjour voyageurs, aujourd'hui mes 5 caméos préférés de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc derrière moi? Ah! Mais t'es là toi! Alors selon notre cher Wikipédia, alinéa 1, page 26, un caméo, également appelé passage éclair ou vedette éclair, essentiellement au Québec, pour ça vous imaginez bien, désigne dans le monde de l'image, plus particulièrement au théâtre et au cinéma, l'apparition fugace d'une personne membre de l'équipe de tournage ou autrement célèbre. Caméo est un terme emprunté de l'anglais qui a lui-même emprunté à l'italien cameo ou cameo avec 2 M signifiant camé. Alors, je parle forcément de caméo un minimum reconnaissable. Par exemple, le Stormtrooper dans le Star Wars 7 de Monsieur Daniel Craig, c'est non. Pourquoi? Parce que ni par son faciès, ni par sa voix, on est capable de savoir que c'est lui. C'est juste une idée de marketing derrière de Disney. Donc, je veux au minimum qu'on puisse voir qui est la personne par sa voix ou par quelque chose. Mais pas juste comme ça pour dire c'est un caméo, il était sous le casque, on ne voit rien. Ce n'est pas l'idée. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Mais par exemple, Alfred Hitchcock, qui dans quasiment tous ses films, c'est pas exactement tous, mais dans quasiment tous ses films, apparaît de manière fugace sur pas mal de choses, à l'instar de quelqu'un que vous connaissez beaucoup mieux et qui fait exactement la même chose, Stan Lee dans les films de Marvel, vous l'avez tous vu, avec sûrement la meilleure scène qui est dans The Amazing Spider-Man, avec cette scène où il danse avec les écouteurs, machin, etc., et où il y a les araignées derrière. C'est ça, un caméo. Vous avez aussi droit à d'autres choses totalement différentes. Donc là, c'était plutôt des créateurs, que ce soit le réalisateur ou le créateur des BD. C'était des clins d'œil aux fans qui connaissaient l'univers avant ça, l'univers étendu de l'œuvre. Mais nous avons d'autres choses. Par exemple, nous avons droit aussi aux milliardaires, avec par exemple Donald Trump qui vient faire une toute petite apparition dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Et oui, ça fait très bizarre de le dire, et oui, ça fait très bizarre de le revoir maintenant. Excusez-moi, où est la réception? Au bout du hall et à gauche. On a eu aussi droit à certains caméos musicaux. Moi, je pense forcément à la scène des DJ dans Tron l'héritage, où on voit mes chers Daft Punk qui sont maintenant séparés, c'est une tristesse. Mais où cette scène tape vraiment extrêmement bien. Mais on a d'autres choses. Par exemple, dans la vie de Brian des Monty Python, on a le droit à George Harrison, l'un des membres des Beatles, qui vient faire un petit coucou à la caméra, ce qui est toujours sympathique. Bon, et je vous en donne encore 3 autres, mais il y avait tellement de choses, c'était un top tellement difficile à faire. Mais on a le droit à Steven Spielberg dans les Blues Brothers, qui est incroyable, que je vous conseille de voir, je vous en dis pas plus. Nous avons droit à Mathieu Kassovitz dans le 5e élément. Oui, le 5e élément, ce film un petit peu oublié, des fois un peu sous-coté, je trouve, parce que c'est toujours intéressant de le voir. Le petit passage de Mathieu Kassovitz est une pépite, sachant que Mathieu Kassovitz, c'est quand même le réalisateur de La Haine, donc il est déjà connu à l'époque. Et, pour terminer, un que j'ai découvert pour cette vidéo, que je n'avais aucune idée qu'il y avait un caméo de cette personne-là dans ce film-là, dans le film L'île aux chiens, qui est un film magnifique que je vous conseille vraiment, un film en stop motion incroyable de notre monsieur Wes Anderson. Vous l'avez compris, j'aime Wes Anderson. Nous avons Yoko Ono. Yoko Ono, la veuve défunte de monsieur John Lennon. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Mon numéro 5 était obligatoirement Félicita de Bruno Merle. Ce film qui nous dépeint la vie d'une famille pas comme les autres, avec une fille et ses 2 parents, qui vivent un petit peu comme des nomades, qui vivent un petit peu différemment de la société et qui ont un seul but. Un seul but, c'est de faire arriver cette année à l'heure leur fille pour la rentrée scolaire. Et oui, et ce film, aussi audacieux soit-il, nous pose une question pendant tout le premier tiers de son film. Qui est le cosmonaute derrière le masque? Il y a un cosmonaute qui revient dans l'imaginaire de Rita Merle, la jeune fille qui joue donc, d'ailleurs c'est la fille du réalisateur, qui joue donc le rôle de la jeune fille de la famille, et on se demande qui est-il. Et au bout d'une scène où je ne vais pas tout vous raconter, on découvre que c'est Orelsan. Orelsan fait donc un véritable caméo dans ce film et ça fonctionne extrêmement bien parce qu'en plus Orelsan va poser des questions un peu existentielles à cette jeune fille et ça donne quelque chose d'extrêmement bien. Alors on avait déjà eu droit à Camille Rutherford et Pio Marmaille dans le film. Vous rajoutez à ça ce passage avec Orelsan, c'est juste incroyable. En plus de ça, ça renverse quand même beaucoup de choses dans le film. Il y a ce flegme un petit peu légendaire d'Orelsan qui fonctionne extrêmement bien avec le personnage qui est un peu désabusé, pose des questions à une jeune fille qui semble beaucoup plus ancrée dans la réalité. Bref,
Le caméo marche très bien et il devait faire partie de ce top. Et puis ça me permet de vous parler de Felicita qui est une pépite. Découvrez ce film si vous ne l'avez pas vu, il est passé sous les radars. C'est un excellent film. Ouais, c'est marrant. Bon, là on va parler à un deuxième KO que j'ai découvert réellement pour la vidéo. Je n'avais aucune idée qu'il existait. Et oui, on parle d'un KO de travestissement, hein, puisque nous parlons de Glenn Close dans Hook. Hook, ce film dans l'univers de Peter Pan, réalisé par Steven Spielberg, avec donc des acteurs ô combien intéressants à l'intérieur, et un film qui est souvent sous-coté, nommé kitsch ou ce genre de choses-là, mais que je vous prie de redécouvrir parce qu'il est extrêmement intéressant, comme tous les films de Steven Spielberg, nous donne Glenn Close, oui, donc cette personne-là, transformée en pirate. Et franchement, moi, sans que Jean-Paul l'ait marqué sur Allociné et que je le lise, oh bah voilà, j'aurais pu voir 50 fois le film avant de m'en rendre compte. Parce que sincèrement, regardez à quoi elle ressemble dans le film. Oui, là nous avons Glenn Close. Oui, la personne que je t'ai montré avant. Ouais, je sais, ça chauffe un petit peu, mais c'est le cas et c'est extrêmement étrange. Je ne comprends pas ce délire-là parce que nous ne pouvons pas savoir qui c'est exactement. Ça me fait beaucoup penser dans Hot Fuzz, les deux passages avec Edgar Wright et Cate Blanchett. Je vous laisserai découvrir un petit peu ces passages-là où on ne les reconnaît absolument pas. Et bien là, c'est dans le même style de choses. Oui, j'arrive à placer Hot Fuzz, je suis content. Mais vraiment, j'adore cette idée. Alors, si tu as envie de mettre ton pote dans un film, mais que tu peux pas toujours lui donner un rôle, mais tu veux le mettre dans tous tes films, comment tu fais? Eh bien, tu fais un caméo. Et quand tu t'appelles Sam Raimi, ton pote c'est Bruce Campbell. Et oui, le fameux personnage principal de la trilogie Evil Dead vient donner des choses dans quasiment tous les films de Sam Raimi. Et là, je vais vous parler donc de 3 films. Films dans lesquels son caméo est incroyable. Je parle bien entendu des 3 Spider-Man. Et oui mon ami. Et quand je dis Spider-Man, hein, pour tous les petits jeunes, je parle de la première. Hein. Celle avec Tobey Maguire. Ouais, tu sais, dans No Way Home, t'as un mec qui arrive un peu vieux, là tu te demandes comment ça se fait qu'il est Spider-Man alors qu'il a l'air d'avoir 45 ans. C'est de celle-là que je parle. C'est aucune autre. Et du coup, on a droit, dès le premier film, à ce présentateur de catch qui va introduire le personnage de Spider-Man, qui va même créer son nom, puisqu'il voulait s'appeler l'homme araignée dans la version française. Je n'ai pas le nom dans la version anglaise, excusez-moi. Mais voilà, on a l'introduction de Spider-Man. Dans le deuxième film, nous avons droit à l'ouvreur un peu de théâtre qui ne veut pas laisser rentrer en fait Peter Parker pour aller voir Mary Jane, sa copine à l'époque, sur le moment en tout cas. Et dans le troisième, nous avons le droit à ce serveur qui va faire plein de gaffes lors de la demande en mariage de Peter Parker à Mary Jane. Alors, outre le fait que ça soit véritablement des scènes comiques avec des ressorts assez drôles et que ça fait chavirer le cœur de tous les fans de Evil Dead, les scènes sont plus que ça, elles sont toujours des passages marquants sur l'évolution du personnage de Peter. Et c'est en ça que je trouve ça fascinant. Oui, c'est des passages marquants dans la vie de Peter. À un moment donné, il va devenir un super-héros grâce à la première scène. Dans la deuxième scène, il va devenir un mauvais petit ami, un bad boyfriend, clairement, parce qu'il n'arrive pas à allier ces deux vies. Et dans la troisième chose, il essaie de passer le pas et de devenir marié à Mary Jane. Voilà donc 3 moments phares dans la vie personnelle de Peter Parker, parce que c'est toujours dans le prisme de Peter Parker, même sur la première scène, c'est Peter Parker qui devient super-héros. C'est pas Spider-Man qui se crée, c'est Peter Parker qui devient super-héros. Alors, celui-là est extrêmement personnel, mais vraiment très personnel, et je peux comprendre que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai mis son caméo. Mais il faut que je vous raconte une histoire avant ça. Quand ce film sort, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais quand je le vois pour la première fois, moi à la maison j'ai un Walkman. Pour les plus vieux, pour les plus jeunes, excusez-moi, le Walkman c'est ça. Et donc dans les Walkman, on mettait des CD. Oui, vous savez, regardez, je vous montre. À l'intérieur d'un DVD et à l'intérieur donc des albums, on avait des CD. Et oui, je mets le Fils de l'homme parce que vous savez, les Fils de l'homme, c'est un film qui est beaucoup trop bien. Donc on avait ça, ce truc-là, ouais. Donc tu l'insérais dans un Walkman, c'est ce que je t'ai montré avant, et ça mettait de la musique. Donc quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'avais comme musique? Qu'est-ce que je mettais comme musique? Eh bien, le CD que j'ai le plus poncé, c'est You Rock My World de Michael Jackson. Donc oui, je l'avoue, je suis un énorme fanboy de Michael Jackson, et
Bon, de sa musique, ouais, c'est vrai que ça fait toujours bizarre, de sa musique, tout le reste, toutes les polémiques, etc., c'est autre chose. Toujours difficile de dissocier l'artiste de la personne. Il a fait des choses qui, je pense, sont horribles. Mais moi, quand j'ai cet âge-là, je ne sais pas forcément ça, j'ai 9-10 ans et je découvre ça. Et je vois à la télévision Man in Black 2. Alors déjà, j'avais beaucoup aimé le premier, avec le duo Louis Smith, Tommy Lee Jones marche extrêmement bien. Et qu'est-ce que je vois? Un caméo de Michael Jackson. Et c'est un caméo qui m'a vraiment, vous savez, ce truc de caméo de faire waouh, il est là, il est là. Et ça a vraiment fait ça dans mon cœur. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Et j'étais complètement enjoué par cette scène. Donc à titre personnel, c'est sûrement le caméo qui m'a le plus touché de ma vie de jeunesse, mais de ma vie tout court, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir Michael Jackson dans celui-là. C'est un caméo qui est extrêmement grossier, qui ne fait pas du tout avancer l'affaire, qui peut être un petit peu comique, mais c'est tout. Mais ça reste le caméo qui m'a le plus touché en étant jeune, et j'étais obligé de le mettre à une place assez haute. Oui, pour toute son œuvre, je vais parler d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film extrêmement culte de la comédie française, c'est un film d'Alain Chabat qui redonne gloire enfin à notre cher petit Gaulois moustachu et son collègue un petit peu gros, un petit peu avec sa grosse salopette bleue et blanche. Je parle bien entendu de Astérix et Obélix. Et là donc ils vont rencontrer pléthore de caméos dans l'univers de Cléopâtre et dans l'univers égyptien. Et je vais vous en citer quelques-uns pour que vous ayez quand même l'idée. Mais on a par exemple le réalisateur Louis Leterrier qui a fait le Choc des Titans par exemple, qui va jouer Où est Charlie ? Le retour de Mathieu Kassovitz, oui, en physio dans le bar qui fait rentrer ou pas les gens. Nous avons aussi une voix off dans la scène de Omar, je vous laisserai découvrir le film, de Jean-Pierre Bacry, bien entendu. Nous avons aussi le producteur du film qui va jouer un personnage qui peint, qui fait une sculpture de Madame Cléopâtre. Emma Deconne qui fait la secrétaire, Joël Cantona qui fait un ceinturion, Mousse Diouf qui fait un pirate, Baba. On met un petit peu des Robin des Bois partout, Chantal Lobby qui fait carte à puce. On va mettre aussi dans les pubs, donc dans la bande-annonce de base, un certain Farouja qui va faire quoi ? Qui va faire Cléopâtre, forcément. Bon, je te les ai pas tous donnés, mais il y en a plein, et c'est d'ailleurs quelque chose qui va être réutilisé énormément dans le reste des Astérix et Obélix, les prochains films qui seront pas forcément bien, mais on pense forcément à Zinedine Zidane, comme dirait Jamel Debbouze, qui joue dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est le serpent qui se mord la queue. Et bref, et qui va devenir une marque de fabrique. Il crée une marque de fabrique pour la série qui sera plus ou moins bien, mais là il le fait extrêmement bien, puisque la plupart des passages de caméo sont extrêmement drôles et font extrêmement plaisir. Je pense surtout à la scène du homard avec Jean-Pierre Bacry, qui est pour moi étincelante. Donc pendant tout ce film, il va réussir à donner du rythme par ses caméos et par ses vannes. C'est d'ailleurs un film qui est pour moi l'un des meilleurs films comiques de tous les temps, et il le réussit par un rythme effréné qui est conservé par plein d'artifices de cinéma. Et clairement, on sent un petit peu comme Sacha dans Pokémon, on a un chacheur de caméos, et on va tous les attraper. C'est ça le but du film, et ça rend la chose très excitante. Bravo à Alain Chabat, il a réussi à manier, je pense, l'art du caméo de la meilleure des manières. C'est-à-dire dans une chasse au trésor et dans un truc où on est ébahi à chaque moment, on arrive à en trouver un. Bravo Monsieur Chabat. J'espère que le top t'a plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai découvert plein de caméos que je n'ai pas forcément mis, mais que j'ai trouvé fascinant, intéressant, et que je n'avais pas connaissance à proprement parler. Je parlais par exemple de Cameron Diaz dans Collatéral, je te laisse chercher ça. Et c'est hyper fascinant comme truc, ces petits clins d'œil, ces petits trucs qui sont mis en plus dans des films, simplement pour les spectateurs les plus attentifs ou les plus gros fans, et c'est génial. Moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi je te demanderai de mettre juste ton top en commentaire, vas-y. Dis-moi toi quels sont tes caméos préférés, et surtout l'abonne-toi, la cloche, tout ça, tu connais. Je te dis à la semaine prochaine, et puis surtout n'oublie pas,